Bonsoir. Dans une note en date du 27 avril 2021, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, invitait les gouverneurs de région à remplacer les élus locaux qui se sont rendus coupables de nomadisme politique lors des élections couplées de novembre 2020. Clément Savadogo précise dans sa correspondance que parmi les élus locaux nomades figurent des maires, des adjoints aux maires et des présidents de commissions permanentes. Cette décision du gouvernement relance le débat sur le nomadisme politique. Pourtant, la constitution du Burkina a réglé la question des migrations politiques, notamment en son article 85. Quant aux élus locaux, le code électoral, en son article 238, dispose que tout conseiller municipal qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de son mandat est remplacé par un suppléant. Il en est de même pour tout conseiller indépendant qui adhère à un parti ou une formation politique. Malgré tout, le nomadisme politique continue de créer des bruits au sein de la classe politique. On en parle dans le débat parlementaire de ce soir avec Edasso Rodrigue Bayala. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président de la KJDH, la Commission des lois, la Commission des affaires générales institutionnelles et des droits humains. Et vous êtes député de l'UNIR-PS, l'Union pour la Renaissance, parti sans careste. En face de vous, Marcelin Sommet, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes membre de la KJDH, la Commission des lois, et vous êtes député de l'Union pour le progrès et le changement. Merci, honorable d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors très rapidement, je vais commencer par vous, honorable Marcelin Sommet. Comment vous réagissez à la circulaire du ministre de l'Administration territoriale? Alors merci, bonsoir aux téléspectateurs. Je ne prendrai pas trop de temps puisque votre émission ne dure que 30 minutes, il semble. Oui. Alors, pourtant le sujet est tellement intéressant et passionnant. Je crois que le ministre n'a fait que mettre en application les principes qui ont déjà été arrêtés par la Constitution et ensuite traduits dans le code électoral, parce que avant cette note du ministre, le Conseil d'État lui-même a eu à rendre une décision concernant les élus nationaux, les députés. Et donc cette note du ministre de l'Administration territoriale contribue à donner une certaine cohérence en fait à la vie politique nationale. Et nous trouvons qu'elle est totalement justifiée. Elle est totalement justifiée. Merci. Et moi, je veux bien qu'on s'engage à lutter contre le nomadisme en vue de moraliser la vie politique dans notre pays, ce que nous souhaitons tous. Mais à notre niveau, ça nous pose un problème de démarche. Okay. Et en ce qui concerne les députés, quand vous lisez l'article 85 de notre Constitution, il est très explicite là-dessus. Si vous démissionnez et que vous adhérez, ou que vous adhérez à notre parti politique en tant qu'indépendant ou membre d'un autre parti politique sur la bannière duquel vous avez été élu, vous êtes déchu de votre mandat. Je vais revenir là-dessus. Mais en ce qui concerne bien entendu les conseillers, les élus locaux, je pense que les tests en la matière ne sont pas aussi express. Et je crois que c'est ce qui a fait que le ministre de l'Administration territoriale, courant mois de décembre 2020, avait même saisi le Conseil d'État. Tout à fait. Et dans sa requête, il a exposé qu'il avait un vide juridique. Et c'est pour ça qu'il demandait l'avis du Conseil d'État face à ces cas qui peut être qualifié de nomadisme politique. Et le Conseil d'État, dans son avis, a été très clair. Le Conseil d'État a invité le gouvernement à prendre des tests. En conclusion, c'est ce que le Conseil d'État a dit. Il faut prendre des tests pour combler ce vide juridique. Okay. Mais le Conseil d'État a ajouté qu'il appartient aux partis politiques soit d'inviter les intéressés à formaliser leur démission, ou il appartient aux partis politiques de prendre des dispositions pour constater. Mais je constate ici qu'il s'agit d'un communiqué du ministre de l'Administration territoriale qui instruit les gouverneurs, qui doivent aller tout instruire les hauts commissaires. Là, je me pose la question, si le ministre de l'Administration territoriale s'improvise en chef de parti politique, est-ce qu'il doit agir en lien en place des partis politiques à qui? Et donc c'est une ingérence dans la vie des partis politiques? Pour moi, s'il appartenait aux partis politiques qui revendiquent leur mandat, d'entreprendre les voies du droit, effectivement, pour faire constater cette démission, il ne revient pas au ministre de l'Administration territoriale de remplacer ces partis, conformément d'ailleurs à l'avis du Conseil d'État qui lui a été donné à sa demande. Alors, oui, mais en même temps, dans la circulaire, il parle de trois cas de figure. Il dit d'abord la démission formelle d'élus locaux et de leur parti d'origine et leur inscription sur des listes d'autres partis politiques. On l'a constaté durant les élections de novembre 2020.
Oui, Oui. mais oui, allez-y. Alors, en fait, moi, je voulais juste rebondir, et ça tombe bien, maître, le collègue, l'honorable Bayala est avocat, comme moi. Nous avons pour travail quotidien, justement, l'application des textes. Nous savons très bien, en fait, que l'interprétation des textes existe, mais ici on n'a même pas besoin d'interpréter. Je me réfère à cette décision du Conseil d'État dont il s'agit et à la décision en fait prise par le ministre de l'administration territoriale. Peut-être que nous n'avons pas eu la même lecture de cette décision parce que le ministre de l'administration territoriale a fait un rapport en Conseil des ministres pour expliquer justement en fait la situation et a instruit justement ses relais sur le terrain, à savoir les gouverneurs et les hauts commissaires, ben, non pas pour démettre des gens de leurs fonctions, mais en fait pour accueillir favorablement les demandes que les partis politiques feraient en ce sens. Il n'y a pas... les partis politiques qui n'ont pas encore engagé voilà, qui n'ont pas encore engagé de procédure. Donc je crois que l'attitude en fait et la position du ministre d'État, ça a été de rassurer, en fait, de mettre en place le dispositif nécessaire en tant qu'État, en tant que chargé de l'administration du territoire et justement en fait des questions électorales. C'est un message qui a été adressé aux acteurs politiques pour dire, bon, nous mettons en place toutes les dispositions nécessaires pour que vous puissiez, conformément à l'avis du Conseil constitutionnel, ben, prendre les dispositions nécessaires pour ceux-là qui auraient en fait démissionné de fait, mais qui auraient refusé d'envoyer des lettres de démission. Alors démissionner de fait, soit justement en se présentant dans, comment dire, sous la bannière d'autres formations politiques, soit en posant des activités ou des actions pendant la campagne justement en fait qui va dans la défense des idéaux d'un autre parti que leur parti d'origine. Je crois que c'est ce message en fait que le ministre... Oui, mais dans la circulaire, il dit que les remords, il invite les gouverneurs à remplacer les élus locaux qui se sont rendus coupables de oui. choses. Et il attache du prix justement au respect. Mais de absolument, et c'est ce que je dis. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? Ce n'est pas les gouverneurs et les hauts commissaires qui vont les identifier. Oui, ça il y a veut une dire liste. Que, voilà, non, en fait, cette liste, c'est pas le Matede d'abord qui l'a conçu. Okay. Il a demandé aux partis politiques justement en fait d'envoyer ces listes et je crois que dans sa note il a même précisé justement en fait ben, avec les preuves justement des actes qu'on peut considérer comme démissionnaires, quitte à ce que maintenant les intéressés, s'ils contestent, qu'ils attaquent en justice. Je crois que c'est le principe du préalable en fait. Ce sont les privilèges de l'administration que le Matede a exercé simplement. Vous dites que le Matede a posé un préalable, en fait des préalables. Honorable Bayala. Moi je vais être très, très explicite. Le mandat qui est revendiqué, les mandats des élus locaux qui sont revendiqués appartiennent à des partis politiques. Ces partis estiment qu'ils ont trahi les idéaux en allant battre campagne sous la bannière d'autres partis politiques, autres que ceux au titre desquels ils ont été élus. Donc la personne intéressée, la personne qui subit le préjudice, mon confrère et moi nous sommes des avocats, c'est le parti politique. Est-ce que, moi j'ai lu le communiqué du ministre d'État, je n'ai pas vu la saisine des partis politiques, du ministre d'État, en vue de l'inviter à faire respecter des règles sur le nomadisme. Ça, c'est... À supposer que ça ait existé, quel est l'article du Code des collectivités territoriales ou du Code électoral qui permet au ministre d'État chargé de l'administration territoriale d'être saisi et d'avoir la compétence d'instruire les gouverneurs pour déchoir les élus de leur mandat? La seule autorité que nous connaissons dans ce pays qui peut trancher un conflit qui existe entre deux particules, entre deux personnes privées, parce que le parti politique, quoi qu'on dise, c'est une association, même si elle est créée pour la conquête du pouvoir. S'il y a un conflit entre un parti politique et son membre, la seule autorité que nous connaissons dans le pays peut trancher, c'est l'autorité judiciaire. Et je ne vais pas rappeler à mon confrère, quand il y a eu UPC-RD, quand les 13 députés de l'UPC ont fait dissidence, ils ont créé UPC Renouveau démocratique. Ce n'est pas au ministre de l'administration territoriale qui a pris une décision pour leur interdire l'utilisation du sigle UPC. C'est l'UPC qui a instruit et qui a introduit une action en justice et le juge a ordonné aux 13 députés de ne plus utiliser le sigle UPC. Okay. Donc il est revenu au parti politique de prendre ça. Deuxièmement, le vide juridique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre de l'administration territoriale qui le dit au Conseil d'État, que lui il a un vide juridique. Il demande au Conseil d'État, dans cette situation, qu'est-ce que je dois faire? Le Conseil d'État lui répond,
pour lui dire, en tout cas moi aussi je constate le vide juridique, mais il appartient aux partis politiques. Le Conseil d'État est très clair là-dessus. Il ne faudrait pas que... ce n'est pas une décision à interpréter. C'est les partis politiques qui doivent, dans un premier temps, sont invités, ces élus locaux, à acter leur démission, soit à prendre les dispositions nécessaires. Il n'a jamais dit le ministre de l'administration territoriale. Donc ça, au moins, c'est très clair. Ok. Alors, avant de passer la parole à l'honorable Sommet, je vais vous inviter, vous deux et les téléspectateurs, à suivre la réaction du coordonnateur du CED, le cadre d'expression démocratique Pascal Zaïda, revient sur la décision du ministre d'État. Nous avons tout simplement demandé au ministre de l'administration territoriale de se conformer à cette décision du Conseil d'État et de faire respecter la loi. Parce que si c'est eux-mêmes qui vont violer la loi, à ce moment, il y a dérive. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes envahis par les attaques djihadistes. Vous avez également le Front social qui est là. Et ça va encore créer surtout des problèmes dans les communes. Donc, il n'y a pas d'urgence. Et pourquoi également cette immixtion de l'administration dans l'appareil judiciaire, du moment où les pouvoirs sont séparés? L'arrêté n'a pas de sens devant le Conseil d'État. L'arrêté n'a pas de sens devant le Conseil d'État. Et quel que soit ce que les maires et les hauts commissaires ou les préfets vont faire, aucun maire ne va quitter. Ni aucun conseil municipal. Seule la décision du Conseil d'État est supérieure. Si vous estimez que moi, Zaïda, je suis allé faire campagne pour un autre parti, il faut m'exclure de votre parti. Où est le problème? Mais on ne peut pas revenir et faire ce que la loi n'autorise pas. Voilà, Pascal Zaïda qui se prononce sur la décision du ministre d'État. Pascal Sommet, alors vous voulez réagir à ce qu'il a dit? Absolument, absolument. Je crois que, en fait, nous avons peut-être deux lectures différentes de l'intérêt que le législateur a voulu protéger par la loi contre le nomadisme. Alors, dans l'intervention de mon collègue et confrère, l'honorable Bayala. En même temps, vous considérez qu'il y a une faille dans les textes? Hein? Vous considérez qu'il y a une faille dans les textes? Non, j'en viens. D'abord, justement, en fait, le confrère et collègue Bayala a semblé dire que le texte a été pris pour protéger les partis politiques et que c'est dans l'intérêt des partis politiques. Donc, il faut que ce soit les partis politiques qui agissent. Moi, je n'ai pas cette lecture du texte de loi. En fait, la lecture que j'ai du texte de loi, c'est d'abord les principes de moralisation de la vie publique. C'est d'abord un intérêt public. C'est l'ordre politique que nous voulons voir régner au Burkina que le législateur a voulu consacrer. Donc, et pour moi, cet intérêt dépasse les intérêts directs en fait des partis. Je crois que c'est d'abord la moralisation et en fait faire... C'est ce que le Conseil d'État dit. Exactement. Voilà. Donc en fait c'est pour venir justement sur la décision du Conseil d'État. Et justement je crois que en fait c'est dans cette posture-là que le Conseil d'État s'est prononcé, de sorte que justement en faire juste une histoire de bataille d'intérêts entre un élu et un parti politique. Ça, c'est totalement aller en dehors de ce que le Conseil d'État dit. Et quand le Conseil d'État dit qu'il appartient aux partis politiques, justement, en fait, soit d'inviter les élus en question, justement, ou en fait, à rendre clairement leur lettre de démission, ou en fait, justement, à prendre toute disposition utile, en fait, et sur toute conséquence. Mais la disposition utile, notamment, c'est, entre autres, de saisir le ministère de tutelle des collectivités territoriales. Et justement, lorsque vous demandez, par exemple, en fait, quel texte de loi consacre les pouvoirs du Mathédio, ce sont ces pouvoirs régaliens. Justement, en tant que ministère de l'administration territoriale, c'est le ministère de tutelle des collectivités territoriales qui s'occupe justement, en fait, des choses de fonctionnement. Et l'autorité judiciaire n'est saisie qu'après une décision préalable de l'autorité administrative. Et ici, je crois que le ministre n'a fait que demander aux autorités administratives déconcentrées d'exercer, en fait, de poser les actes nécessaires lorsqu'ils seront saisis. Et maintenant, celui qui n'est pas d'accord, on recourt au Conseil d'État. Alors, sauf que quand on a écouté Pascal Zaïda, il dit que l'administration territoriale n'est pas compétente pour décider de remplacer... Ça me fait sourire, effectivement. Ça vous fait sourire. Oui. Voilà. Oui. Je pense qu'on ne se comprend pas très bien. Le principe de la légalité administrative impose que chaque fois que l'administration veut agir, qu'elle donne la base de son action. Sinon, sa décision est d'incompétence, on appelle ça un acte inexistant en droit.
Chaque fois que le Code des collectivités territoriales veut qu'intervienne l'administration territoriale, que le ministère des tutelles, il le précise. Par exemple, en matière de convocation des sessions pour élire le maire, en matière de sanctions, de suspension du maire, non seulement l'article prévoit les motifs pour lesquels un maire peut être révoqué, un maire peut être suspendu. Quand le conseil municipal ne fonctionne pas, quelles sont les dispositions qu'on prend pour pallier à ça? Est-ce qu'il faut mettre une délégation? Chaque fois que l'administration doit intervenir dans le fonctionnement des collectivités territoriales, c'est réglé par le Code des collectivités territoriales. La question que je pose et qui est très simple en droit, c'est quel article du Code des collectivités territoriales qui permet à M. le ministre d'État et de l'administration territoriale et qui permet à un haut commissaire ou à un gouverneur d'aller remplacer un conseiller? C'est cette question que je pose. Elle est très simple. Okay. L'article 238, je dis en terminant, l'article 238 du Code dit simplement tout conseiller qui démissionne librement. Il n'a jamais été dit dans le Code qu'un conseiller qui a battu campagne sur la bannière d'un autre parti politique, autre que le parti pour lequel il a été élu, le ministère de l'administration territoriale ou le haut commissaire peut constater sa déchéance, comme cela est le cas pour les députés. Pour les députés, c'est très clair. Donc, il ne faut pas qu'on essaie de créer une confusion. Si on comprend, vous dites que cette action du ministre ne peut pas prospérer, ou ça va générer peut-être d'autres effets? Pour moi, au-delà même du fait qu'il n'y a pas cette base légale en tant que telle, que le ministre lui-même est reconnu, qu'effectivement il y a un vide juridique, que le Conseil d'État est reconnu et qu'on a invité les partis politiques à prendre leurs responsabilités. Au-delà de ça, il y a même les listes qui sont annexées. Est-ce que vous pensez que quelqu'un peut être assis et il est déchu de son mandat sans qu'on l'ait au préalable même entendu? Le principe de la sanction administrative veut que l'intéressé soit au préalable entendu, même si vous êtes convaincu de la faute. Et les droits de la défense n'ont pas besoin d'être prévus par un test. Ce sont des droits fondamentaux qu'on ne peut jamais violer. Alors on a vu un communiqué auquel est annexé des noms. Vous êtes assis chez vous, et puis vous voyez ce qui circule sur Facebook, on vous dit que vous allez être déchu de votre mandat, et puis c'est terminé. Mais en même temps, lors de ces élections couplées novembre 2020, présidentielles et législatives, y a-t-il eu des cas d'élus qui ont battu campagne pour d'autres partis politiques? Ben, si, c'est sûr, c'est de notoriété publique, il y en a eu. Oui. Et maintenant, en fait, à rentrer au cas par cas, bon, c'est sûr que ça va être difficile de s'en sortir. Mais en fait, je souhaiterais revenir. Résout la question, parce que le Conseil d'État dit. Pour moi, ça résout la question. D'inviter les partis politiques d'inviter le mis en cause à acter sa démission dans un délai raisonnable. S'il ne le fait pas, il garde toujours son mandat. À défaut de constater son départ, et si le parti constate son départ, il garde toujours son mandat. On ne résout pas la question. Non, en fait, justement, c'est ça. Je crois que tout part, la difficulté qu'il y a à s'entendre part de la lecture que nous faisons de cette décision du Conseil d'État. Maintenant, avant de venir sur la lecture qu'il y a sur ce point-là, alors, le point sur lequel, effectivement, je suis totalement d'accord avec mon collègue député confrère, c'est peut-être justement la procédure. Lorsque vous parlez, par exemple, d'entendre au préalable les mises en cause, ainsi de suite, tout ça, parfaitement d'accord. Mais lorsque, justement, vous partez chercher dans le Code des collectivités territoriales l'origine des pouvoirs du ministre de l'administration territoriale, ou en fait des gouverneurs et des hauts commissaires, là, vous n'allez jamais trouver, parce que le Code général des collectivités territoriales n'a pas pour mission ou pour rôle de définir les attributions du ministère de l'administration territoriale. Alors, donc justement, en fait, ce n'est pas parce que dans le Code général des collectivités territoriales, on ne va pas retrouver les dispositions attribuant des pouvoirs spécifiques au ministère de l'administration territoriale qu'il en est dépourvu. Donc déjà, ce côté, je crois qu'il faut qu'on s'entende, qu'on l'écarte. Maintenant, dans la décision du Conseil d'État, alors, vous semblez renfermer cela. Le Conseil d'État n'a pas, en fait, je crois même qu'il est allé assez loin pour rendre service, précisément, oui, en fait, pour faciliter l'application du texte de loi. Sinon, en réalité, c'est un avis qu'il a donné. Et justement, cet avis, en fait, ça a été pour orienter l'administration et les acteurs politiques. Cet avis n'est-il pas dirigé vers le parti politique d'origine ? Parce que c'est ce que le Conseil d'État dit. Non, je crois que c'est par principe. Hein. C'est vraiment, ça a été de façon neutre. Hein. Réellement, en fait, en enlevant est-ce que ça ne va pas créer d'autres problèmes, la décision du ministre d'État? Ça peut créer un problème, mais en fait, il faut bien agir, il faut bien
poser des actes allant dans le sens de mettre en application ce qui a été voté, ce qui a été décidé, comme en fait la ligne de mire que le Burkina Faso politique se fixe en fait pour l'avenir. Alors si le ministre d'État ne fait pas ça, je trouve au contraire que il ne joue pas son rôle. Et ce n'est pas parce qu'une décision est susceptible d'être attaquée en justice qu'elle n'était pas justifiée d'être posée ou en fait opportune. Au contraire, c'est pour cela d'ailleurs que les voies de recours existent. Donc, par exemple, pour tout élu qui va se retrouver, démis de son mandat et estimer que cela est à juste titre, par exemple, ses droits de la défense et autres n'ont pas été respectés, ainsi de suite, tout ça, ok, mais libre à lui d'engager les recours. Moi, c'est ma vision. Sauf que, est-ce que ça résout en gros le problème de la question du nomadisme politique? Parce que même sur la décision du Conseil d'État, on l'a relevé, vous l'avez relevé à maintes reprises, on dit aux partis politiques d'inviter le mis en cause à acter sa démission. Après, on dit aux partis politiques de constater le départ du mis en cause, de déduire à sa démission tacite. Mais enfin, à la fin, le mis en cause garde toujours son mandat. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, d'y réagir pour dire que ce n'est pas nous qui disons qu'il y a une vide juridique par rapport au cas des élus locaux. Oui, cela s'entend. Voilà, c'est le ministère qui lui dit en décembre 2020. De décembre 2020 à ce jour, à la date de ce communiqué le 27 avril, il n'y a eu aucun nouveau test qui a été adopté au niveau des tests qui régissent les collectivités territoriales. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre novembre et décembre 2020, où il y avait un vide juridique, où le ministère demandait au Conseil d'État de lui donner un avis parce qu'il y a un vide juridique, jusqu'au 27 avril, qui a comblé et comment ce vide juridique qui existait, qu'on a soi-même constaté, a été bouché, de sorte qu'à permettre au ministre de l'administration territoriale d'agir dans la légalité. Moi, c'est la question que je me pose. Maintenant, vous allez répondre à la question. On allait demander un avis. L'avis est venu encore confirmer le vide juridique. Pour dire même qu'il faut adopter des tests. Tant qu'on n'adopte pas des tests, ce vide juridique demeure. Ce n'est pas notre avis, ce n'est pas nous qui l'avons demandé. Puis des réformes qui sont engagées par le ministère de l'administration territoriale. On parle de la relecture du code général. En entendant, en tout cas, de cette demande d'avis jusqu'à l'avis et jusqu'au communiqué du ministre d'État, c'est-à-dire de l'administration territoriale, il n'y a eu aucun nouveau test. Donc nous sommes dans un vide juridique. Deuxièmement, mon confrère et collègue dit, l'administration peut agir hors la loi, quitte à celui qui se sent brimé et de se référer au juge. Non, ce n'est pas ça le droit administratif. Le droit administratif, c'est que l'administration doit elle-même, elle a l'obligation elle-même de se conformer à la règle de droit. Mais si elle arrive maintenant que par erreur, et elle arrive à commettre des abus, c'est là qu'on se réfère au juge. Sinon, l'administration ne va pas dire, non, même si je suis hors la loi, moi j'ai agi, quitte à ce que vous vous débrouillez. Là, on est tous foutus. Parce que c'est cette administration qui est chargée de nous protéger. Okay. Maintenant, la question du nomadisme. Si vous voulez avoir mon avis là-dessus, moi, je pense que le nomadisme vise effectivement à moraliser la vie politique. Mais à son revers, c'est que les élus... La loi contre le nomadisme ou bien le nomadisme. La lutte contre le nomadisme. Ça veut dire que la loi, chez nous, la loi, du moins le nomadisme est sanctionné aussi bien dans la Constitution par la loi. Oui. Mais il faut faire très attention parce que la lutte contre le nomadisme arrive à mettre l'élu dans un carcan. Parce que le raisonnement qu'on fait, c'est là où celui qui est élu par monnayer son mandat, il trahit son parti, il trahit ses électeurs. Mais il peut arriver des situations où l'élu est obligé de ne pas se conformer à la position de son parti politique pour respecter les idéologies pour lesquelles il a été élu, pour respecter les attentes de sa base. Je pense c'est parce que chez nous, il n'y a pas de bord. Si vous prenez les démocrates, les républicains, vous prenez la gauche et la droite. Mais si à un moment donné, mon parti estime qu'il faut aller à la droite, alors que moi, je suis de gauche, mes électeurs m'ont élu de gauche, mais je peux dire qu'effectivement, je refuse d'aller dans cette direction. Et c'est là où la lutte contre le nomadisme peut avoir des effets pervers, où l'élu est emprisonné. Il n'a pas de liberté d'exprimer ses opinions au risque qu'il va perdre son mandat. Et vous savez ce que vaut le mandat? On pourrait comprendre la création de l'UPCRD lors de la 7e législature, quand on le prend comme ça. Oui, vous savez très bien que... Bon, le mandat impératif est nul. Ça, tout mandat impératif est nul. Quand vous prenez des pays comme la France, le Canada et tout ça, lisez leurs dispositions. Certains pays n'ont même pas de dispositions sur le nomadisme politique. Parce qu'on estime que le mandat doit être libre.
Et la personne qui l'exerce doit l'exercer consciencieusement tout en respectant le mandat et les objectifs qui lui ont été confiés par sa base. Mais quand on revient en Afrique, c'est parce que la plupart du temps, ceux qui font auteur du nomadisme, on dit entre griffes, ils vont monnayer leur voix, ils ont trahi les bases. Je prends l'exemple de mon confrère qui est en face de moi. Il a battu campagne dans l'opposition. Il a battu campagne en tant qu'opposant. On l'a voté en tant qu'opposant. Mais aujourd'hui, il est dans la majorité. Donc, si on va appliquer dans la rigueur la loi sur le nomadisme, on va lui demander de repartir à sa base pour demander est-ce que je dois quitter l'opposition pour rejoindre la majorité. C'est ça aussi la loi sur le nomadisme. Merci. Alors, justement, je crois qu'il y a un sérieux problème peut-être de compréhension ou en fait de limite, compréhension des limites même du nomadisme politique quand on parle. Quand on dit interdire le nomadisme politique, on ne dit pas d'interdire la liberté, justement en fait de vision ou bien en fait la démocratie interne ou quoi entre les partis. Ce n'est pas parce que j'irai voter une loi pas dans le sens en fait par exemple de mon groupe parlementaire que j'aurais accompli un acte de nomadisme politique. Appartenir à une structure, quitter, trahir, en fait appartenir à une structure, c'est différent justement en fait comment dire de l'exercice du droit parlementaire, du droit de vote parlementaire. Alors donc, sauf que l'acte posé par Jacques Kodjo par l'info lors de la vote, voilà, exactement. Une trahison lors de la 7e législature. Oui, mais absolument. Voilà. Mais en fait, c'est que ça n'a pas entraîné son exclusion ou quoi que ce soit du parti. Mais effectivement, nous avons trouvé que non, il devait poser le débat justement à l'interne. En fait, on allait discuter. Et à la limite, là, j'irais même en fait peut-être assez loin jusqu'à un certain niveau, ben, à la limite, même n'étant pas d'accord, peut-être, ça c'est un peu au niveau du parti, les ressentiments qu'on peut avoir justement en fait, ben, c'est que pour des questions de discipline et tout, justement en fait, ok, c'est rangé, mais ça ça n'a rien à voir avec, par exemple, la création de choses, RD ou quoi que ce soit. Le thème de cette émission, très rapidement, est-ce qu'il faut relire les textes concernant le code électoral, la constitution? En fait, bon, justement, là, c'est un peu sur ce point je voulais revenir parce qu'à chaque fois, quand le collègue, l'honorable Edasso intervient sur cette partie, il dit justement il y a eu un vide juridique que le MATD a constaté, en fait l'exécutif a constaté, et justement a saisi le Conseil d'État, et depuis lors, il n'y a pas eu de nouveau texte. Et que justement, en fait, il ne comprend pas d'où et la circulaire qui sort. Alors que justement, entre les deux, il y a eu l'avis du Conseil d'État précisément. Je crois que c'est pour ça. C'est le fonctionnement normal. Vers les partis politiques. C'est le fonctionnement normal des institutions de la République. L'exécutif, justement, a des textes et trouve justement peut-être que, ok, bon, j'ai des difficultés pour les appliquer, ainsi de suite. Alors, je recours au judiciaire qui donne un avis et sur la base de cet avis, je prends les décisions. Donc, il n'y a non plus aucune illégalité. Merci Marcelin Somé. Bayala, vous avez 30 secondes. Pour moi, 30 secondes. La lutte contre le nomadisme doit répondre à un certain nombre de questions. Le mandat appartient à qui? Est-ce que le mandat appartient aux électeurs ou le mandat appartient aux partis politiques ou appartient à l'élu? Dès que vous êtes élu, vous êtes un élu national. Même ceux qui vous ont élu, vous représentez l'ensemble du peuple burkinabé. Ce qui concerne l'Assemblée nationale. À ce qui concerne l'Assemblée, vous représentez l'ensemble du peuple burkinabé. Vous ne représentez même plus vos électeurs, dont le mandat ne leur appartient pas. Ça, au moins, c'est clair. Deuxièmement, il n'y a pas de mandat impératif. Deuxièmement, le mandat n'appartient pas au parti politique. S'il appartenait au parti politique, le parti politique pouvait vous se lever le matin, venir changer l'honorable Somé par Maître Bayala. Donc, tant que le parti politique ne peut pas le faire, le mandat ne lui appartient pas. Merci. Donc, en dernier lieu, le mandat appartient à l'élu. Maintenant, si on veut réglementer le nomadisme politique, c'est de faire en sorte que nous ne tombions pas dans le marchandage. Si vous quittez votre parti d'origine, vous pouvez garder votre mandat à condition que vous n'allez pas adhérer à un autre parti. Ça permet aux élus de garder leur liberté, même quand les partis sont en train de trahir les idéaux pour lesquels ils ont été élus. Merci Edasso Rodrigue Bayala. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la KJDH. En face de vous, un membre de votre commission, Marcelin Somé. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est la fin de le débat parlementaire. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.